Et salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous refaire une présentation que j'avais déjà fait en mars 2020 lors d'une rencontre à Rennes quand j'étais quand on était dans une asso. Donc il y avait un petit événement, un petit meet-up là où il y avait tout un tas de présentations. Euh, et puis bon, à l'époque, voilà, il y avait peut-être une audience de 40 personnes. Donc là, aujourd'hui, c'est l'occasion de refaire cette présentation euh, et de l'exposer à plus de monde. Donc le sujet, en fait, c'est comment on peut classifier les différents types de XSS et du coup proposer un modèle et en même temps refaire un peu l'évolution des différents types de XSS et voir un peu comment ça a changé au cours du temps. Donc on va dire qu'au début d'Internet, même si j'ai pas de date très précise à mettre dessus, on, on donnait que deux types différents de XSS, les stockés et les réfléchis. Et il n'y avait pas plus de détails ou de sous-catégories ou voilà que ça qui était fait. Et de toute façon, à cette époque-là, la sécurité et même les logiciels et les navigateurs étaient beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Donc par exemple, il n'y avait pas de cadriciel JavaScript côté client, etc. Il n'y avait pas de Angular, React et compagnie. Euh, il n'y avait pas forcément non plus de bibliothèque avec des protections anti-XSS, des trucs et des machins d'intégrer ou même d'intégrer directement dans les navigateurs avec des fonctionnalités beaucoup plus simples, etc. Donc c'était c'était plus simple de catégoriser tout ça. Mais effectivement, au fur et à mesure qu'après les fonctionnalités ont, ont explosé, bah forcément la classification devient un petit peu plus complexe. Donc, si on rappelle très rapidement, alors là, cette partie-là, je pense que vous connaissez déjà tous. Mais du coup, il y a les XSS stockés, donc qui sont, du coup, enfin, qu'on va dire qu'elles sont côté serveur, parce que du coup, en fait, la charge utile de l'attaquant, il va être stocké, par exemple, dans une base de données, dans un journal d'événements ou un truc comme ça. Qui après en fait l'application elle va aller chercher cette source d'information où il y a la charge utile dedans et elle va l'afficher. Et donc comme en fait le stockage il est persistant, et ben en fait la XSS aussi elle sera persistante et affichée à chaque fois. Donc ça arrive par exemple, bah, je sais pas, n'importe quoi, un message sur un forum, un commentaire sur un site de commerce en ligne, les métadonnées de je sais pas quoi, enfin bref, quelque chose qui est permanent. Donc d'où le fait qu'elle soit appelée stockée. Et puis d'un autre côté, vous avez les réfléchis qui là aussi sont toujours côté serveur, mais par exemple là ça va être stocké nulle part en fait. Donc c'est juste l'entrée utilisateur dans lequel le client, dans lequel l'utilisateur il injecte sa charge utile, qui va être réfléchi quelque part sur la page web. Donc s'il y a par exemple un paramètre get dans la requête qui est vulnérable et qu'il est affiché dans la page sans être filtré, assaini, etc. Et bah par exemple pour afficher un message d'erreur, le cas typique par exemple c'est le résultat de recherche. On va taper un mot-clé dans un paramètre get post et puis il va être la page va nous retourner les résultats de recherche pour le mot-clé que nous on avait entré. Et si c'est pas filtré, et ben voilà c'est vulnérable. Mais là du coup c'est pas stocké. Donc en gros, c'est un petit peu, là pour l'instant, c'est un modèle en fait sur la persistance. Donc c'est pour ça que en fait la XSS stockée, elle est aussi appelée XSS persistante. Euh, bon, à l'époque, dans la catégorisation de l'OWASP, ils appelaient ça de type 1. Et puis les réfléchis, bah, du coup, non persistantes, qu'ils appelaient du coup de type 2. Et puis, il y a un truc qui est venu un petit peu bouleverser en 2005 cette vue de XSS en découvrant Amit Klein qui découvre un nouveau type un petit peu de XSS qui sont les XSS euh, DOM-based, donc qui en fait comme on va le voir, donc après par la suite elles ont été appelées de type 0,
Là, je vous ai mis une, une définition en anglais. Donc, en gros, c'est que tout le flow d'exécution du JavaScript, en fait, il arrive dans le navigateur et en fait, il quitte jamais le navigateur. Donc, il n'y a aucune interaction côté serveur. Un exemple facile à comprendre, c'est par exemple si on a un SPA, donc Single Page Application, qui utilise un quadriciel JavaScript, du coup, genre Angular ou que sais-je, et qu'en fait, cette application-là en JavaScript, bah, côté client, a fait par exemple un document.location.href. Donc en fait, elle va aller euh, euh, comment dire, parser l'URL de la page pour récupérer le chemin ou des fragments qu'il y a dans l'encre ou des choses comme ça. Et en faire quelque chose et par exemple l'afficher sur la page. Et donc en fait, là c'est assez facile de faire le parallèle avec une XSS réfléchie côté serveur. Sauf que là, au lieu que ça soit dans un paramètre get par exemple, bah, ça va chercher quelque chose sur le pass ou dans l'encre, ce qui est après le hashtag, et en faire quelque chose. Et du coup, bah, l'afficher par exemple, dans, dans le corps de la page. Euh, et donc, il y a eu à ce moment-là une proposition d'avoir trois types de XSS, les stockés, les réfléchis et les DOM-based. Euh, mais en fait, comme on va voir, enfin, c'est pas du tout valide comme classification. Donc, ça n'a pas forcément été retenu très longtemps. En fait, c'est que la DOM-based, elle peut être aussi bien stockée que réfléchie. En fait, là, la classification qui est faite, en fait, c'est que quand on dit stocké ou réfléchi, juste de base, euh, on sous-entendait en fait côté serveur. Et en fait, là, avec les DOM-based XSS, tout ce qu'on vient d'inventer, en fait, si on veut, c'est les XSS qui arrivent côté client. Mais en fait, elles peuvent toujours être stockées ou réfléchies. Donc le fait qu'elles soient réfléchies, ça paraît assez intuitif, comme je le montrais tout à l'heure avec le location.href. Mais en fait, elles peuvent être aussi stockées. Bah, par exemple, euh, si la valeur, la charge utile, elle est enregistrée, par exemple, dans le local storage, dans l'index storage, le session storage, un truc comme ça, ou de manière un peu plus complexe au sein de l'application en mémoire. Et donc du coup, bah là, même en réfléchissant la page, etc., finalement, euh, la vulnérabilité sera toujours là, même si après on enlève le point d'entrée. Donc, en fait, en 2012, la communauté des chercheurs, en fait, ont proposé du coup deux nouveaux termes. Bah, du coup, c'est d'arrêter de parler enfin, arrêter de juste dire stocké, réfléchi ou DOM-based, mais en fait de dire bah, des XSS côté serveur ou des XSS côté client. Et après, évidemment, à chaque fois, côté client, donc en gros, côté serveur, c'est ce que jusqu'à maintenant on appelait XSS tout court sans préciser, et puis côté client, c'est ce qu'on appelle DOM-based. Et après, de préciser à chaque fois si elles sont réfléchies ou stockées. Et en fait, c'est toujours le modèle que aujourd'hui que propose le WASP, du coup, parce qu'il est assez simple à comprendre euh, et qu'il est très très court, très très concis. Sauf que, à mon sens, en fait, c'est un peu limitant. Et on va voir en fait qu'il y a d'autres cas de figure qui sont pas gérés. Alors d'abord, je vais vous parler de tout un cas de cas de figure en fait où on peut re-ranger dans les catégories déjà existantes ou qui sont pas vraiment des XSS, etc. Puis à la fin, on verra un nouveau cas de figure qui rentre pas ni euh, dans le XSS côté client, ni dans le XSS côté serveur, et qui fait qu'il faut faire un peu évoluer
cette méthodologie, enfin cette classification plutôt. Donc si on introduit un nouveau type de XSS, les UXSS pour Universal XSS, en fait c'est un, un système d'exploitation, enfin une méthode d'exploitation qui va exploiter une vulnérabilité dans le navigateur ou dans une extension du navigateur pour générer une XSS, mais du coup qui va marcher un petit peu partout sur les différents sites et pas juste sur le site où on l'a initialement envoyé la charge utile. Euh, donc en fait, on peut accéder finalement pas seulement à la session du site depuis lequel il y a eu le vecteur initial, mais aussi les sessions de finalement tous les onglets ouverts ou mis en cache, etc. Et du coup, là, le fait que ça s'appelle universal, pourquoi c'est universel? C'est parce que bah, du coup, ça permet d'exploiter tous les sites, même des sites qui sont pas vulnérables. Donc quelques exemples en fait, bon, qui sont très vieux en fait, en général, parce que de toute façon la maturité et la sécurité des navigateurs web a largement progressé. Bah là, on parle d'une époque où il y avait des extensions Adobe Acrobat dans les navigateurs. Euh, et par exemple, dans Firefox ou dans Internet Explorer 6 avec l'extension Acrobat, du coup, il y avait une condition où on pouvait exécuter du JavaScript sur en fait un espèce d'événement quand le PDF était ouvert. Euh, donc en fait, il suffisait euh, comment dire, de faire ouvrir un PDF, euh, par exemple avec un lien qui pointe vers un PDF, et après rajouter les conditions, enfin, du JavaScript qui allait être exécuté à ce moment-là. Et quand on exploitait le JavaScript dans ce contexte-là, en fait, ça permettait de remplir un formulaire euh, avec des données externes qui concernaient à peu près, enfin, n'importe quel site, et pas forcément juste le site initial. Euh, Après, un deuxième exemple de XSS, euh, là aussi ça remonte il y a longtemps, hein, c'était avec Internet Explorer 8. Ils avaient essayé d'implémenter un filtre anti-XSS et en fait qui finalement altérait le rendu de la page et en fait en essayant de filtrer, ouais, en fait il créait la condition qui permettait d'exécuter une XSS. Donc là, cet exemple là ci-dessous. En fait, dans son filtrage, il transformait les signes égales dans certains contextes, bah, par exemple pour essayer de désactiver les attributs, il est remplacé par un dièse. Euh, et donc, en fait, qu'est-ce qui arrive si on exécute la charge utile, la x onload alert 0 x, et qu'on l'injecte par exemple dans l'attribut alt d'une image? Et ben en fait le filtre d'Internet Explorer il allait faire un peu n'importe quoi, il allait pas forcément filtrer remplacer le égal qui était dans la charge utile de l'attaquant, mais euh, le faire sur le avant. Et donc du coup bah ça génère un attribut qui est pas valide, donc qui fait rien de spécial. Et après qui vient un petit peu annuler euh, cet attribut-là, et donc du coup on n'injecte plus notre charge utile dans l'attribut alt, mais finalement ça devient un nouvel attribut à part entière, euh, et ce qui fait que du coup à la fin on a une XSS. Euh, Après, un troisième exemple, bah là c'est forcément il y a très longtemps aussi, c'était à l'époque de Flash Player. Donc là en gros on pouvait accéder en fait aux paramètres de Gmail et dans les paramètres de Gmail du coup il y avait la possibilité de configurer une adresse de redirection
de transfert euh, en, en fait en fabriquant un fichier un fichier flash.swf. Donc du coup vous créez un site web malveillant avec du flash et en fait ça exploitait l'extension flash qui elle en fait permettait d'activer aux paramètres de Gmail et donc du coup de configurer des adresses de redirection et du coup les attaquants ils allaient recevoir des copies de tous les courriels que vous envoyez. Et un dernier exemple, c'était dans une vieille version de Chrome pour Android où en fait dedans euh, on pouvait créer une charge utile qui était injectée arbitrairement dans n'importe quelle page web en fait via un intent. Donc après j'ai plus les détails de comment ça marche. Euh, mais à mon avis c'est retrouvable l'explication sur internet. Et donc finalement, bon, on pourrait se demander, bon, est-ce qu'on n'aurait pas les XSS côté serveur, les XSS côté client, etc. Et les XSS universels qui feraient peut-être, au lieu d'avoir deux catégories et deux types de XSS, qu'on aurait une troisième catégorie de XSS. En fait, non, pas du tout. Parce que en fait, les Universal XSS, c'est pas vraiment des XSS comme on l'a vu en fait juste avant. C'est tout le temps des XSS qui sont en fait qui sont plutôt un exploit pas dans l'application en fait, mais dans soit le serveur le serveur web, pas pardon, dans le navigateur soit dans une extension qui le concerne, etc. Donc en fait, par exemple, le bug, ça peut être un buffer overflow, ce genre de choses. Euh, et donc en fait, on vient pas exploiter l'application, finalement, on vient trouver une vulne, c'est plus une vulne web, en fait, c'est une vulne de client lourd dans le navigateur ou dans une extension de celui-ci. Donc en fait, c'est pas vraiment des XSS. Donc on va pas les rajouter dans notre classification. Euh, et après, on a aussi commencé à parler à un moment donné, de self-XSS ou de auto-XSS, qui sont définis comme tels. En gros, c'est une victime qu'on va réussir à manipuler pour que, en fait, elle rentre une charge utile elle-même dans son navigateur et que finalement, elle s'auto-pirate sur nos conseils. Euh, et donc, par exemple, en faisant de l'ingénierie sociale, on va lui demander de coller une charge utile, soit dans sa barre d'adresse, parce qu'au début on pouvait faire du JavaScript de points dans la barre d'URL, mais bon ça a été désactivé il y a longtemps, Euh, ou dans la console dev, donc c'est pour ça que maintenant il y a aussi des protections en mode, dans certains navigateurs, en mode vous venez de coller du code, écrivez allow paste, je sais pas quoi, pour autoriser de coller des trucs, etc., pour être sûr que vous ne faites pas avoir, etc. Euh, et donc en fait, bon, je désamorce tout de suite hein, le sujet, mais en fait du coup c'est pas vraiment une XSS dans le sens où c'est pas une vulnérabilité dans l'application, mais c'est en fait clairement du social engineering où on dit bah viens coller une XSS, enfin dans la console JavaScript, enfin viens coller du JavaScript dans ta console JavaScript et du coup ça fait une XSS. Non, en fait ça n'existe pas en fait. Enfin c'est juste du social engineering. C'est comme si on crée une nouvelle catégorie. Ouais, les auto RCE, tu vois, en mode j'appelle l'admin 6 et je lui dis colle telle commande dans ton shell, tu vois. Non, il n'y a pas de auto RCE en fait. On s'appelle du social engineering. Donc c'est pas une catégorie. Mais par contre ça vient poser la condition en fait de l'interaction qui est requise. Ça vient poser la question de l'interaction. Est-ce que la XSS, en fait, pour qu'elle se déclenche, en fait, il faut que la victime il se pirate tout seul,
donc les selfs, est-ce qu'il faut qu'il y ait une interaction ou qu'il clique sur quelque chose, qu'il appuie sur une touche, euh, et qu'il y ait un événement qui requiert une interaction avec l'utilisateur, ou est-ce que en fait ça va être sans interaction et donc du coup ça va se charger automatiquement avec la page quoi. Euh, et donc là on pourrait dire bah reprendre toujours le même modèle de l'OWASP actuel et dire bah voilà on a toujours deux catégories et deux types, mais on vient rajouter un niveau de détail où on rajoute le niveau d'interaction. Du coup self, interaction, onload. Et on arriverait avec un petit peu un modèle comme ça. Donc stocker, j'aurais dû rajouter côté serveur, réfléchi côté serveur, avec les DOM based, du coup euh, réfléchi côté client et DOM based stocké, bah, réfléchi, enfin stocké côté client. Et après, du coup, le niveau d'interaction, du coup, self, euh, interaction, onload, et du coup, voilà, se rester là-dessus si on creuse pas plus. Et donc, finalement, on n'a rien fait par rapport au modèle de l'OWASP si c'est en fait rajouter du détail avec le niveau d'interaction. Maintenant, on va voir trois candidats potentiels de nouveaux types de XSS, qui sont les MXSS, les BXSS et les P2P-XSS, ou PXSS. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que tous ces acronymes? Donc MXSS, c'est pour Mutated XSS. Donc en 2018, dans la bibliothèque Clojure, il y avait un bug, une régression sur le filtrage des données des utilisateurs, euh, qui a été découvert. Et en 2019, il y a une personne qui s'appelle Masato Kinugawa qui a trouvé un petit peu le moyen dans cet esprit-là, de, de créer une XSS mutée. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Une XSS mutée, eh ben, en fait, c'est une XSS qui est causée euh, par le fait que le navigateur ou une bibliothèque côté client, une bibliothèque JavaScript, va venir modifier le comportement de la charge utile euh, dans le navigateur et en fait créer la condition pour la XSS. Donc là, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc en fait, c'est un peu l'exemple. C'est pas un exemple, c'est l'exemple de, d'XSS muté. Donc on a une bibliothèque de filtrage de JavaScript côté client qui s'appelle le DOM Purify. Donc là vraiment en fait c'est une, une, euh, une bibliothèque qui vient pour essayer justement de se prémunir des XSS. Et donc comment ça va marcher en fait euh, si vous voulez d'habitude bah, les différents bibliothèques côté client, par exemple du Angular, du React ou je sais pas quoi, euh, il y a certainement des méthodes à un moment donné qui vont faire un inner HTML, par exemple dans un div ou dans n'importe quel objet, qui vont venir directement injecter du HTML en brut dans un élément. Et donc quand on appelle inner HTML, en fait, le contenu qu'on met dedans, il est exécuté immédiatement après l'assignation. Donc il n'y a pas besoin de recharger la page ou quoi. Et en fait, il y a une balise qui s'appelle template, qui en fait, elle sert un peu de bac à sable et a pas le même comportement que les autres balises, parce que elle, quand on lui fait un inner HTML, et ben en fait, elle exécute pas le, le HTML qui a été injecté dedans.
Et donc DOM Purify, lui, il va un peu justement se baser là-dessus. Euh, c'est que du coup, il va prendre les données qui sont pas sûres, pas sécurisées. Il va en fait les injecter dans une balise template avec inner HTML. Et du coup, après, ça va lui permettre en fait de jouer avec la DOM, de l'interpréter, etc. et de venir le filtrer en fonction de toutes les conditions qui seront définies dans la bibliothèque DOM Purify, mais de pas l'exécuter. Et puis une fois qu'il aura fait tous ces filtrages, après de l'exécuter. Donc ça, c'est pour DOM Purify. Et donc un petit peu en fait en, en préambule de, l'XSS muté, en fait, le chercheur, il avait en fait expérimenté des exemples comme ceux que je suis en train de vous montrer. Donc par exemple, on a une balise div, après on a une balise script, et après on a un attribut title dans la balise script, et dans la valeur de l'attribut title, on vient mettre une chaîne de caractères qui est, en l'occurrence, ressemble à quelque chose qui serait une balise fermante de la balise div. Et donc, si on demande au navigateur d'interpréter ça, il va nous générer une page minimale comme il y a en dessous. Donc il va créer voilà une balise HTML avec un head qui est vide, avec un body, et dans le body, voilà, il va nous créer notre balise div, ok. Après, il va nous créer notre balise script, ok, avec l'attribut title, machin, truc nu. Et après, comme on n'a pas, comme en fait HTML c'est un, un langage laxiste, les moteurs HTML ils sont laxistes. Donc quand on n'a pas fermé les balises, et ben, il va venir essayer de les fermer lui-même. Donc là, il ferme la balise script, il ferme la balise div, et voilà. Bon, c'est assez intuitif. Il n'y a pas il y a rien de surprenant. Maintenant, si on fait la même chose, mais avec d'autres balises. Au lieu de la balise div, on fait une balise script. Et au lieu de la balise script, on fait une balise div. Donc la même chose, mais en intervertissant les deux. Donc là, on crée une balise script et après, dedans, on crée une balise div HTML, etc., etc. Et vous voyez qu'on va pas du tout avoir le même comportement. Cette fois-ci, la charge, en fait, elle va être exécutée, elle va être rajoutée dans, non plus dans le body, mais dans le head. Euh, il va y avoir euh, le contenu qui est rajouté comme ça, qui va être, euh, qui va être fermé. Et là, la double côte, le double guillemet et le chevron fermant qui était rajouté à la fin, eux, ils sont pas injectés dans le head, mais dans le body. Et donc là, comme ça paraît un peu contre-intuitif. On pourrait se dire, pourquoi en fait il n'a pas fait un script, puis une balise div qui s'ouvre, puis comme tout à l'heure, refermer la balise div, puis refermer la balise script, etc. En fait, il y a une question de contexte là-dedans. C'est qu'en fait, une page web, finalement, là, en l'occurrence, enfin, il y a un moteur de rendu HTML, il y a un moteur de rendu JavaScript et il y a un moteur de rendu CSS. Et donc en fait, dans le premier cas, là on a une balise div, dedans on a une balise script, et donc en fait on n'a que du HTML, donc c'est le moteur HTML qui parse ça. Alors que là, dans ce deuxième cas, si vous voulez, on a une balise script qui s'ouvre, donc ça c'est du HTML, et après, dedans, en fait, là, la valeur qu'il y a dans une balise script, c'est plus du HTML, c'est du JavaScript. Donc le div machin truc title etc. il est interprété comme étant du JavaScript qui est pas valide. Et donc du coup là la balise fermante du script euh, c'est une balise HTML qui revient fermer le slash script et c'est pas la valeur de l'attribut title de la balise div du coup.
Et là après, du coup, on a donc le script par défaut, bah lui, il injecte, vu qu'on n'a pas précisé qu'il est tout seul comme ça, qu'on n'a pas créé de corps, il vient l'injecter dans le head. Et après ça, du coup, ça se retrouve être du HTML comme ça tout seul, donc du coup, il injecte ça dans le body. Et comme c'est pas valide, que c'est pas une balise, ou que c'est pas rien, il l'injecte juste comme ça en mode comme si on avait marqué Toto, quoi. Il n'y a pas de truc. Et donc en fait on va avoir, c'est là qu'il s'est dit, bah tiens en fait il y a une différence de comportement entre est-ce que ce qu'on injecte, est-ce que c'est interprété comme de l'HTML ou est-ce que c'est interprété comme du JavaScript. Et donc il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme balise qui a un comportement différent en fonction que ça soit qu'on ait du JavaScript ou pas, bah, c'est la balise NoScript. En fait la balise NoScript, elle vient afficher un contenu différent, elle a un comportement différent en fonction de est-ce que le JavaScript il est activé ou désactivé dans l'environnement dans lequel on est. Et donc en fait par exemple c'est la balise qui est utilisée pour afficher des messages pour les bloqueurs de pub. Donc en fait si vous avez JavaScript d'activer la balise NoScript en fait fait rien en fait et pas activé vraiment dans la DOM et donc n'affiche aucun message. Et par contre si vous n'avez pas de JavaScript, par exemple, ce que vous faites du curl ou vous utilisez une bibliothèque Python euh, sans JavaScript, etc. Bah, la balise NoScript, en fait, ou que vous avez l'extension NoScript d'installer dans un navigateur, et ben en fait, la balise NoScript, elle va venir afficher le message qui est contenu dedans. Et donc son contenu, en fait, bah, la balise NoScript, elle est interprétée différemment en fonction de s'il y a JavaScript ou pas. Et donc il s'est dit peut-être que voilà, il y a moyen, avec ce que j'ai découvert tout à l'heure, plus la balise NoScript, de faire quelque chose et d'introduire un comportement différent. Et donc après, comme il connaissait que le fonctionnement de DOM Purify, que je rappelle son comportement, euh, c'est de venir injecter des trucs avec inner HTML dans la balise template. Et en fait, la balise template, finalement, elle agit un peu comme un environnement euh, où il n'y a pas JavaScript d'activer, parce qu'en fait on injecte des trucs dedans, mais finalement euh, euh, il n'y a rien qui est exécuté, comme si on avait du JavaScript désactivé. Et à contrario, quand on fait un div.innerHTML, bah là, là le contenu qui est injecté dedans, il est exécuté comme si on était dans un environnement, le JavaScript est activé. C'est un petit peu le raisonnement. Et donc, il a trouvé une charge utile, voilà, comme ça, avec une balise NoScript. Après, avec un paragraphe où dans l'attribut title, on lui a mis une charge utile qui est comme ça, slash NoScript, image, src, etc., etc. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que quand le JavaScript il est désactivé, et donc on va avoir ce comportement-là. Donc on va avoir le comportement qui est intuitif. Donc la balise NoScript, comme avec le premier exemple, avec le div puis le script. Euh, donc voilà, en fait, il vient coller notre truc comme on lui a dit, plus en fait le refermer après, derrière, de manière intuitive. Et donc ça, ce comportement-là, c'est ce qui se passe quand on utilise DOM Purify, parce que du coup, cette charge utile, elle va être injectée dans un template. Dans le template, le JavaScript, il n'est pas activé. Donc en fait, il y aura donc ça va venir se compléter comme ça. Et donc il n'y a pas de problème en fait, il y a rien à purifier parce que là, ça c'est inoffensif, c'est juste la valeur de l'attribut title. Et donc DOM Purify, il va rien faire parce qu'il n'y a pas de JavaScript et donc il n'y a pas de XSS, donc enfin il va laisser le contenu tel quel. Et donc après, il va le copier du template de la balise template dans un nœud actuel, par exemple dans un div. Et sauf que donc il va venir injecter ça avec du inner HTML et du coup il n'aura rien filtré du tout. Et dans le inner HTML, dans la balise div, là cette fois-ci, bah il y aura exécution du JavaScript. Et quand il y a exécution du JavaScript, et ben en fait cette charge utile là qui est la même que celle que je vous ai montrée juste avant, et ben elle est interprétée comme ça.
En fait, comme le deuxième cas qu'on avait vu avec la balise script et après div. Donc là, en fait, cette fois-ci, on a le paragraphe qui est injecté comme si c'était le contenu de la balise euh, NoScript, comme si c'était du texte à afficher. Et qu'après, là, on fermait la balise NoScript, alors que nous, de base, c'était la valeur de l'attribut title. Et après, vu qu'on a refermé l'attribut NoScript, et bah après, c'est une autre balise, un autre élément. Et du coup, là, une XSS classique avec une image, un on error, etc. Et du coup, la XSS s'est déclenchée. Et du coup, on a contourné la bibliothèque en même temps DOM-Purify. Et en fait, là, finalement, ce qu'on observe, c'est que, en fait, si on n'a rien de base et que vous utilisez cette charge utile là dans un endroit qui est vulnérable à une XSS classique, bah, il va rien se passer parce que tout ce que vous allez créer, c'est ça, qui sera pas chargé, et machin et tout. Et en fait, là, en ayant DOM Purify qui est là justement pour se prémunir des XSS et pour faire du filtrage, etc. Et ben lui, il va l'injecter dans un truc template, machin, etc. Et en fait, il va créer les conditions euh, d'exécution qui font que en fait vous allez être vulnérable. Donc là, il n'a pas, comme le truc avec Internet Explorer, là, il n'a pas changé un, un égal en dièse, mais il a quand même changé le comportement. Et donc il pourrait y avoir tout un tas de bibliothèques qui seraient beaucoup plus basiques, par exemple qui diraient, bah voilà, je vais supprimer tel caractère, je sais pas, le caractère à point d'interrogation, donc vous en mettez partout. Ça fait une charge utile qui est pas valide, et puis la bibliothèque elle vient supprimer tous les points d'interrogation, et puis en les enlevant, après ça reforme une chaîne valide, un petit peu comme ce qu'il y a dans certains tamper scripts de SQL Map pour contourner des WAF qui essayent de bloquer les injections SQL des WAF un peu nuls qui vont venir juste supprimer des caractères et reformer, voilà. Donc là, on a une XSS mutée. Bon, je divulgage un petit peu pour pas tout faire d'un coup, mais là, en fait, les XSS mutés, du coup, finalement, bon, voilà, c'est une caractéristique spéciale, etc. Mais ça va rien du tout changer à notre classification. Ça, en fait, on peut en avoir côté client, côté serveur, en fonction de où est fait le filtrage. Est-ce qu'il est fait avec une bibliothèque côté client ou est-ce qu'il est fait côté serveur? Euh, et ça peut être réfléchi, stocké, pareil. Donc ça va rien du tout changer à notre classification. C'est juste voilà un petit comportement particulier qui fait que en fait de base c'est une charge qui est pas vulnérable, qui est rendue vulnérable par la tentative de filtrage. Mais mais ça rentre déjà dans les cases existantes. Donc là, on a quoi? Un nouveau candidat, les blind XSS, donc les XSS en aveugle, en fait, qui, si vous voulez, qui vont être des XSS qui vont pas être déclenchés dans l'environnement dans lequel on a chargé, on a stocké, enfin, la charge utile. Donc je donnerai des exemples pour que ça soit plus parlant. Mais par exemple, on va pouvoir tester en mettant une charge utile comme ça, en chargeant une page web qui va nous faire un ping si jamais elle a été déclenchée dans une charge JavaScript. Et donc on va le retrouver dans tous les cas de figure où en fait, bah, par exemple, le point de stockage, il n'est pas le même que le point d'affichage de l'XSS et que le point d'affichage c'est peut-être un endroit auquel on n'a pas accès dans l'application. Donc par exemple, si vous avez un formulaire de contact euh, sur l'application auquel le client il a accès, même publiquement, etc. Et bah en fait l'endroit où ça va être par exemple stocké dans une base de données et puis l'endroit où ça va être affiché en fait ça va peut-être être même dans une autre application
un panel d'administration, etc. Pareil pour de la gestion de tickets, voilà. Après, ça peut être tout ce qui est dans le l'entête referrer qui serait du coup réfléchi, par exemple, sur un site d'analytique de publicité ou dans un panneau d'administration pour afficher les journaux d'événements ou un truc comme ça. Et donc on n'aurait pas accès au panel admin, ce genre de choses. Ou pareil, exactement pareil avec le user agent, le champ l'entête. Enfin voilà, il y a plein de scénarios possibles et inimaginables. Et là, bon, je divulgage aussi, hein, du coup, ça vient pas créer une nouvelle catégorie de XSS. En fait, là, c'est juste, c'est pareil. En fait, ça peut être par exemple ça va être beaucoup plus côté serveur, mais la seule différence que ça vient induire, c'est qu'on n'ait pas accès à l'endroit où c'est déclenché, et que du coup, au lieu de mettre un alerte ou un console.log et quelque chose qu'on va pouvoir voir nous-mêmes, et ben là, on va essayer d'aller charger une ressource externe ou un truc comme ça qui soit chargée et que quand elle soit déclenchée par un utilisateur, un administrateur, et ben on puisse en être notifié, mais on va rester tout le temps sur sur la même catégorisation. Donc c'est encore un faux candidat. Et là, un dernier candidat, les PXSS, Peer-to-Peer XSS, WebRTC XSS, peu importe comment on les appelle, bah, en fait, qui est forcément apparu plus récemment, hein, à partir du moment où on a introduit le protocole WebRTC dans les navigateurs. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, bah, c'est un protocole de peer-to-peer, donc de pair à pair, pour communiquer directement entre deux clients. Souvent, par exemple, pour faire de l'audio, de la vidéo, etc. Dans les navigateurs. Et donc après, vous avez si vous voulez, des serveurs de WebRTC qui sont en fait juste des routeurs pour mettre en relation deux paires sur le réseau. Et c'est tout. Et donc c'est beaucoup utilisé dans toutes les applications de communication. Donc là, je mettais Link, GoMeeting, Hangout, Skype, Adobe Connect, WebEx, WhatsApp, FaceTime, etc. Euh, le WebRTC, ça marche en JavaScript, etc. Et donc on va, par exemple, si on s'imagine un espèce de chat entre deux utilisateurs, bah, en fait, nous, dans le nom ou dans le message qu'on va envoyer, ou dans les pièces jointes qu'on va envoyer, dans le nom des pièces jointes qu'on va envoyer à l'utilisateur, finalement, on aura potentiellement la, la possibilité de déclencher une XSS. Sauf que là, la particularité maintenant, en fait, c'est qu'en fait, on fait du pair à pair. Donc c'est pas une vulnérabilité côté client ou une DOM-based XSS parce que en fait la définition c'est qu'elle quitte jamais le navigateur. Sauf que là ça va quitter le navigateur, ça va partir sur le réseau et ça va aller dans le navigateur d'un autre utilisateur. Donc ça répond pas à la définition de côté client et ça répond pas non plus à côté à la vulnérabilité côté serveur parce que en fait euh, il n'y a pas de serveur dans l'histoire, il n'y a pas d'application. Donc en fait là, si vous voulez, c'est juste qu'on a un espèce de client peer-to-peer qui est intégré dans notre navigateur. Et on va avoir en fait une application qui va se baser sur le protocole WebRTC, si vous voulez, pour échanger entre deux utilisateurs. Et donc là, il n'y a pas le problème, c'est qu'il n'y a pas de serveur pour faire le filtrage potentiel des données qui sont envoyées, elles sont envoyées directement à un autre utilisateur sans passer par un serveur. Et donc là, en fait, ça va être dans l'implémentation du client qu'il faudra qu'il se protège bien à l'affichage, etc. Parce qu'il n'y a pas de serveur pour faire le travail. Donc ça, du coup, c'est une classification mise à jour. On vient rajouter une tranche au camembert euh, qui vient un peu casser l'harmonie du truc où on retrouve en fait en, en face là les XSS côté serveur, donc en bleu les réfléchis, en vert les stockés, mais du coup on retrouvait les grandes catégories de côté client, côté serveur, celles qui sont face à face comme ça.
Et puis bah là du coup on est obligé de rajouter une tranche dans notre catégorie pour les peer-to-peer XSS qui rentrent ni dans les côtés clients ni dans les côtés serveurs. Euh, voilà. Et bon, là, à ma connaissance, j'ai pas détaillé, j'ai pas redécoupé une deuxième fois en réfléchi euh, ou stocké, parce que évidemment, il y aura pas tout, vu qu'il n'y a pas de serveur, il y aura pas de stockage dans une base de données, dans un fichier, etc. Donc, ça aura plutôt tendance à être du réfléchi. Cependant, je me suis pas trop renseigné, mais j'imagine aussi que dans le WebRTC, il y a peut-être moyen, de manière un peu spéciale ou que sais-je, de jouer avec le local storage ou des choses comme ça, du stockage dans le navigateur. Et donc, il y aurait possibilité, bah, par exemple, pour avoir gardé un historique de messages, voilà, dans une messagerie pair à pair, où on vient stocker tous les messages dans le local storage ou un équivalent. Et donc il aurait la possibilité aussi d'avoir du réfléchi ou du stocké au final. Donc on pourrait très bien revenir créer deux camemberts orange au lieu de un avec une déclinaison euh, côté client ou côté serveur. Euh, mais à ce moment, enfin pardon, réfléchi ou stocké. Euh, Euh, mais là, pour un souci de simplicité, voilà, on n'est pas obligé de redécouper, mais peut-être que je ferai une mise à jour pour mettre deux camemberts orange, deux parts de pizza orange, pour différencier les deux, et puis que je viendrai changer l'implicite serveur et changer le DOM base par client pour que ça soit plus explicite dans cette classification. Donc je ferai peut-être une mise à jour de la classification, ça pourrait être intéressant en effet. Donc là, vous allez retrouver un petit peu, pour ceux qui veulent aller voir un peu les différentes histoires ou quoi, donc là, vous allez retrouver un dépôt GitHub euh, avec les sources, le site web sur lequel je suis. Donc ça, je mettrai les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez au moins retrouver la présentation. Et après, vous aurez toutes les références dessus. Euh, Là, du coup, il y a les liens vers le WASP, en fait, avec leur classification un peu basique qui prend pas en compte le peer-to-peer XSS et puis qui rentre pas dans le niveau de détail sur l'interaction. Et après, vous allez retrouver toutes les références, donc là, pour toute l'histoire du mutated XSS, etc. Si vous voulez retracer un peu l'histoire. Donc, il y a plusieurs articles qui en parlent, on retrouve un résumé sur Wikipédia. Il y a Live Overflow qui avait fait une vidéo dessus et tout ça. Euh, pour les histoires que je vous ai citées d'exploits browser, d'exploits de navigateurs qui sont appelés à tort UXSS, vous pourrez retrouver ces histoires-là, etc. Bon, des histoires de self-XSS pour le WebRTC, des exemples, euh, etc. Même des présentations de gens qui ont présenté ça dans des conférences. Euh, des charges utiles sur payload addressing, etc. Et voilà, fin de la présentation. C'était un petit peu long, 45 minutes. Je crois que c'était le temps initial de la première conférence, de 45 minutes. Donc on est à peu près dans les clous. Voilà, et puis n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et à me suivre bah, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, soit sur Twitter surtout, où là je poste plus de contenu technique. Et puis bah, à ce moment-là, par exemple, je vous préviendrai quand j'aurai mis à jour la classification qu'on vient de voir aujourd'hui.